Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je voulais rendre un petit hommage à un joueur, enfin un ancien joueur et un ancien entraîneur qui est décédé il y a peu. C'est Robert Herbin. Robert Herbin, dit le Sphinx. Ce surnom était dû parce qu'il aimait pas trop s'exprimer dans les médias et du coup il était très fermé, très renfermé sur lui-même et voilà, il était assez impassible, du coup on l'appelait le Sphinx. C'est un joueur assez emblématique et même entraîneur de la Saint-Etienne, club qu'il a amené en finale de Coupe des clubs champions face au Bayern, avec le match qui s'est déroulé au Hampden Park de Glasgow, avec les fameux poteaux carrés, et s'il y avait eu des poteaux ronds, peut-être que Saint-Etienne aurait remporté une Coupe d'Europe. Du coup, Robert Herbin est décédé à 81 ans le 27 avril 2020. Pour son palmarès en tant que footballeur, enfin en tout cas son palmarès en tant que joueur et entraîneur, il a été 9 fois champion de France, ce qui constitue un record. Il a été 5 fois en tant que joueur et 4 fois en tant qu'entraîneur. Il a aussi remporté 6 Coupes de France, 3 fois en tant que joueur et 3 fois en tant qu'entraîneur. Tous les trophées qu'il a gagnés dans sa carrière ont été remportés. À l'AS Saint-Etienne, il a remporté 18 trophées, il me semble, en tout. Ça a été un grand artisan de la grande épopée des Verts dans les années 60-70. Je voulais rendre un petit hommage à cet homme qui nous a quittés il y a quelques jours. Et bonjour à tous, bienvenue à Péno, l'information sportive, la chaîne d'information sportive. Sur cette chaîne, du coup, vous aurez des informations sportives quotidiennes, que ce soit sur le foot, le basket, le tennis, peu importe. Ce sera surtout axé sur le foot et le basket, mais je peux être amené à évoluer sur plusieurs sports. Dans cette vidéo, nous allons parler de foot, nous allons parler de la reprise des matchs tout d'abord en Bundesliga. Ensuite, on va parler de la fin de saison en France. On va parler donc surtout des qualifiés en Ligue des Champions, à savoir Paris, Marseille et Rennes. Est-ce que c'est une bonne chose que ces trois clubs soient qualifiés? Bon, Paris, on le sait, oui, pourquoi. Mais Marseille et Rennes, voir où ils en sont et quelles équipes ils pourront aligner l'année prochaine. Et ensuite, on va parler aussi du coup du championnat de France, parce que Marseille et Rennes en ont bénéficié de cet arrêt du championnat, mais il y a deux grosses victimes, enfin, que j'ai recensé en tout cas, Lyon et Amiens, victimes de l'arrêt du championnat. Ce sera donc le troisième débat, le troisième point que nous aborderons dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le débat sur la reprise des matchs en Bundesliga. Quand on est fan de foot, on se dit, ça y est, c'est la reprise du foot. Enfin, les parieurs vont pouvoir se remettre à flot. Puis même, en tant que fan de foot, ça fait plaisir de voir des matchs de foot. Alors, ça fait plaisir. Mais à quel prix? À quel prix? Parce que on va revoir des matchs de foot dans des stades vides. Et est-ce que le foot dans des stades vides, c'est vraiment du foot? L'adrénaline que peut apporter un public, sentir le stade derrière, encourager ses joueurs à aller au bout d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui va manquer à certains joueurs, à certains clubs. Il y a des clubs qui reposent pas que sur ça évidemment, mais des clubs où le fait d'avoir ses supporters, eh bien ça aide. On le voit par exemple à Marseille, je pense, quand le stade est derrière ses joueurs, eh bien vous avez tout de suite un 12e homme sur le terrain. Des clubs comme Rennes aussi, où le public est très audible, on l'entend beaucoup. Voilà, de ce genre de public, comme à Liverpool par exemple, voilà un grand exemple. Des clubs très populaires, et des clubs avec des fervents supporters, vraiment des fanatiques quoi. Pas avoir de public, vous voyez, le spectacle fera peut-être un peu peine à voir. Entendre un joueur crier sa joie, ou pas d'ailleurs, dans un stade vide, ouais, ça sera un peu triste. On peut voir, voilà, en tant que fan de foot, on se dit, voilà, même le pire match possible, je le prends. On s'en fiche, même si c'est un 0-0 tout pourri, comme en Ligue 1, qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'action, tant pis, on aura vu un peu de foot. On n'a pas la sensation de regarder un match comme on a pu en regarder, et ça, il va falloir peut-être s'y habituer quelque temps. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais voilà, il faudra peut-être s'y habituer. On sait pourquoi ça reprend le foot. Il y a une logique économique derrière tout ça, on le sait. La reprise est due surtout aux pertes économiques qu'elle pourrait engendrer. On sait que les droits télé que possèdent certaines chaînes par rapport à la diffusion des matchs sont énormes. Ils versent beaucoup d'argent pour diffuser ces matchs. Les clubs reçoivent l'argent et si les matchs ne sont pas diffusés, les contrats sont signés pour la saison. Là, pour la Bundesliga, c'est 34 matchs par saison. Ben, si ça va pas au bout des 34 matchs, ben, les
le contrat saute en quelque sorte, donc vous avez des pertes énormes, donc les rentrées d'argent, il faut qu'ils les fassent. Ce pourquoi certains clubs, en France en tout cas, pas beaucoup, parce que les clubs français on les entend pas trop en ce moment, se plaindre à propos de ça ou en parler. C'est plus du côté de la Bundesliga ou en Angleterre, où on se plaint par rapport aux droits télé que voilà, on va perdre beaucoup d'argent, déjà qu'on perd les rentrées d'argent des supporters qui viennent au stade chaque week-end. Les pertes enregistrées vont être énormes pour les clubs. Reprendre le championnat, du coup, ça minimise les pertes, on va dire. Malheureusement, voilà, c'est là où je voulais en venir. On pense plus au côté business plutôt qu'au côté humain. Parce que malgré tous les contrôles, les tests qui vont être effectués, n'est-ce pas mettre en danger la santé des sportifs en jeu, et celle de leur famille aussi, mais des staffs aussi. Il y a des staffs qui encadrent les équipes. Il y a vraiment énormément d'acteurs. Il n'y a pas que les 22 joueurs sur le terrain et les arbitres et les entraîneurs. Il y a tout le staff derrière, il y a les médecins, il y a ceux qui préparent les maillots, tout ça. Voilà, il y a un gros organigramme, tout est calibré, tout le monde a sa place. Mais est-ce que ce n'est pas mettre en danger toutes ces personnes-là? Alors oui, c'est délicat. C'est délicat comme situation, le débat est totalement ouvert, hein, forcément. On sait que les sportifs, en règle générale, surtout les footballeurs, touchent énormément d'argent pour leur travail. Mais est-ce que cela suffit à nous faire dire ils vont travailler, basta, ils vont pas se plaindre en plus. Attends, les gars ils touchent je sais pas combien, c'est bon, il y a un petit virus. Moi je vais travailler alors qu'il y a le virus et moi je touche 1200 mais 300 euros. Et je me plains pas. Je préférerais me plaindre en touchant 500 000 euros par mois. Je suis d'accord. Mais est-ce que les joueurs n'ont pas le droit, eux, de se plaindre de leurs conditions de travail? En pleine pandémie, et vu que la situation est particulière, il est difficile de savoir quelle solution est la bonne. À certains points, elle peut être bonne, à certains points, non. Il y a toujours des points positifs et négatifs dans chaque décision qui est prise. On fera le point sur ça d'ici quelques temps. Comment ça va se passer? Ça va être très, très délicat. Dans tous les cas, on espère que ce soit positif. Comme disait Hamlet, reprendre la saison ou ne pas la reprendre, telle est la question. Et je vous laisse sur ça, et on va passer au thème suivant. Deuxième thème, on va parler donc de la fin de la saison officielle en France, qui a été prononcée donc, permet aux 3 premiers du classement à partir de la 28e journée, Paris, Marseille et Rennes, Paris donc sacré champion, et Marseille et Rennes d'être tous les 3 en Ligue des Champions. Est-ce que c'est une bonne chose? Sur le point de vue marketing, l'Olympique de Marseille qui revient en Ligue des Champions, c'est un point très positif pour le club, parce que forcément le club a un passif européen. Il a été finaliste d'Europa League il y a 2 ans. Oui, c'est une bonne chose, sur ce point de vue-là, que Marseille retourne en Ligue des Champions. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'un autre point de vue financier? Pas sûr. On le sait, Marseille est en délicatesse financière depuis quelques temps. Après les investissements massifs depuis l'arrivée de Franck McCourt à la tête du club, et qui a notamment permis le retour de Steve Mandanda, ou de Dimitri Payet qui a été racheté 30 millions d'euros alors qu'il avait été vendu 15 millions, donc 2 fois moins. Le problème, c'est que les finances elles sont pas au beau fixe, et les salaires conséquents, il y a plus de 127 millions d'euros par an qui passent en salaire. Des affaires douteuses aussi, il y a l'affaire du transfert de Strootman qui a été payé 25 millions et qui n'a pas le rendement escompté. Plus gros salaire du vestiaire marseillais, avec plus de 6 millions d'euros par an. Et pourtant, il n'a pas été titulaire sur la majeure partie du championnat, donc il y a peut-être 15 millions de trop dans ce transfert. Du coup, les finances du club, forcément, ça met le club dans le viseur du fair play financier. Et malheureusement, même si le test du fair play financier avec des pertes qui pour l'instant s'élèvent à près de 90 millions d'euros, si même le club arrivait à présenter des comptes au fair play financier et à se retrouver dans l'équilibre, ce serait par des ventes. Mais du coup, quelle équipe serait alignée par les Marseillais l'année prochaine? On le sait, les ventes elles permettraient de remettre le club à l'équilibre financier. Mais le problème, c'est qu'avec ce qui se passe actuellement, la crise économique actuelle fait baisser significativement la valeur des joueurs. Par exemple, un joueur comme Camara qui pouvait être estimé à 50 millions sur Transfermarkt et qui là n'est plus estimé qu'à peu près 30 millions. Par exemple, je prends un exemple.
il y a des joueurs qui ont perdu énormément de valeur marchande. Même les plus grands joueurs comme Mbappé et Neymar qui avaient une valeur à 200 millions, c'est descendu assez significativement. Et l'argent que peut investir un club, ou que va investir un club dans un joueur, eh bien il va être un peu plus réfléchi, parce que du coup on se dit, est-ce qu'avec la crise là, est-ce qu'on va avoir les rentrées d'argent, est-ce qu'on va avoir autant de rentrées d'argent? Non, peut-être pas. Les clubs font les calculs. Est-ce que on va avoir des jeux de surenchère comme on a pu le connaître? Je pense pas. Du coup, cette situation, ça peut ne pas profiter au club. C'est ça le problème. Et ces soucis, combinés, pourraient amener un autre problème qui a été évoqué dès février, un départ de Villas-Boas, lui qui a adulé sur la Canebière depuis son arrivée, et qui a réussi à construire avec un effectif limité qui n'a que très peu changé. Il y a eu que 3 arrivées depuis l'été dernier, qu'il a fait du neuf avec du vieux. Ne pas vendre ses meilleurs joueurs pour être à l'équilibre, ok. Est-ce qu'on a la possibilité de dépenser un peu pour acheter des joueurs? Oui, mais peut-être pas pour avoir des joueurs aussi forts que ce que le club pourrait vendre. Et Villas-Boas, il l'a déjà dit, il a déjà prévenu qu'il comptait pas faire la Ligue des Champions pour faire de la figuration. Ce qui est totalement logique. On peut pas lui en vouloir sur ça. Villas-Boas, il veut pas ramener l'OM en Ligue des Champions pour dire on a fait la Ligue des Champions, quoi. Si c'est pour faire comme l'année où Marseille a fait 0 points, je vous assure que Villas-Boas, il va pas se casser les pieds et il va prendre ses clics et ses claques et aller voir ailleurs. Et il sait qu'il va avoir des offres, ça c'est clair et net. Vu la saison qu'il a fait faire à Marseille, alors que l'année passée c'était compliqué, l'ossature n'a pas changé fondamentalement. Il y a un joueur par poste, voilà, un défenseur, un milieu et un attaquant qui ont été ramenés. Donc voilà, il faut se dire que avec ce qu'il a réussi à faire, oui, il peut intéresser bon nombre de clubs. Il sait qu'il pourra rebondir dans tous les cas. Le problème, c'est comment réussir à répondre aux exigences de l'UEFA et d'André Villas-Boas. Est-ce que ça concorde? Est-ce que c'est possible de répondre aux exigences et de l'UEFA et d'André Villas-Boas et des supporters aussi? Parce que du coup, il y a les supporters derrière. Et les supporters, ils sont pas fous. Hein. Si, par exemple, qui a l'une des plus grosses valeurs marchandes du club, qui est un joueur formé au club, tout ça, qui a l'amour du maillot, on le sait. Si vous le vendez, que vous prenez un joueur derrière, que vous recrutez à 3-4 millions, on sait qu'il est bon, mais voilà, il est loin du niveau et du potentiel que peut avoir un Camara, ben forcément ça va tirer la gueule. On le sait, l'OM a fait le travail sportivement cette année. Maintenant, c'est à l'administration de gérer le reste et d'honorer la belle saison marseillaise. Pour l'instant, on est un peu pessimiste sur Marseille en Ligue des Champions. Et on va parler de Rennes aussi. Rennes qui vit un rêve éveillé depuis 2 ans. Et oui, Rennes. Souvenez-vous de ce club qui est la risée de la Ligue 1, qualifié de club sans palmarès et poissard. Et bien pourtant, l'année dernière, le club rouge et noir a vaincu le Signe Indien en remportant la Coupe de France en battant le PSG au tir au but. Une grande victoire qui mettait fin à près de 40 ans sans trophée. Rennes qui a récidivé cette année en finissant 3e de Ligue 1, ce qui est son plus haut classement de toute son histoire en Ligue 1. Rennes, voilà, ça va offrir un billet pour les barrages de la Ligue des Champions. Ça c'est important à dire pour l'instant. Rennes n'est pas encore en Ligue des Champions. Ils sont en barrage. La musique de la Ligue des Champions, tu l'entends qu'au 2e tour. Au barrage, t'entendras pas la musique. Donc, attention. Il se peut qu'il soit directement en Ligue des Champions, en phase de poule. Mais il faut que les conditions, c'est que la Ligue des Champions et l'Europa League de la saison 2019-2020 reprennent. Et ça, c'est une autre histoire. Mais si le vainqueur de la C3 venait à être déjà qualifié via son championnat en Ligue des Champions, comme ça a été le cas l'année dernière avec Chelsea, qui a remporté l'Europa League et qui a permis à l'Olympique Lyonnais, qui avait fini 3e de Ligue 1, de passer directement en phase de poule sans passer par les barrages. Et bien Rennes, du coup, se verrait octroyer un billet direct pour la phase de poule. Même question que tout à l'heure, mais avec quelle équipe se présentera le club breton la saison prochaine? Le club a été dépouillé en début de saison dernière, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, notamment Benjamin André qui est parti du côté de Lille, qui doit d'ailleurs regretter son départ parce qu'il est parti jouer la Ligue des Champions à Lille. Ils se font balayer en poule et malheureusement avec l'arrêt du championnat ils ne finissent que 4e et du coup ne seront qu'en Europa League la saison prochaine. Coup dur pour Benjamin André qui était un joueur fort du club
Ils ont été dépouillés en saison dernière et Julien Stéphan, il a annoncé, il veut pas vivre la même chose cette année. Il a dû bricoler en début de saison, le temps de remettre une certaine alchimie, une certaine harmonie dans le club. Il faut trouver des solutions et il l'a fait, il a réussi à trouver des solutions. On l'a vu, ça a été compliqué en Europa League avec des défaites ou des matchs nuls alors que Rennes aurait pu faire mieux. Il faut intégrer des joueurs qui arrivent et il faut faire avec ceux qui sont partis. Il faut faire sans ceux qui sont partis justement d'ailleurs. En parlant de transfert du coup, l'un des plus nommés en termes de départ c'est Kamavinga. Malgré lui parce que Kamavinga, on le sait, il a disputé que 25 matchs de Ligue 1 et il est déjà observé par le Real de Madrid. Ils sont toujours à l'affût des bonnes affaires, qu'ils surpayent en général parce qu'ils ont l'argent. Mais voilà, on sait que quand un club comme le Real Madrid vient toquer à votre porte, peu importe votre âge, peu importe où vous êtes, peu importe vos convictions, un club comme le Real Madrid, eh ben ça fait rêver. Dans tous les cas, il n'y a pas à tortiller. Mais on pencherait quand même pour que Kamavinga reste à Rennes. Pourquoi ? Parce que, avec le scénario que j'ai imaginé juste avant, la Ligue des Champions et l'Europa League reprennent, le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié via son championnat, bam, Rennes est directement en phase de poule. Pourquoi aller se mettre de la pression, aller jouer dans un club comme le Real Madrid, alors qu'on peut progresser tranquillement dans son cocon familial, dans son club formateur, où on a été habitué à jouer, on a pris son temps et puis finalement il s'est démontré que Kamavinga était un titulaire quasiment indiscutable et inamovible. Il pourrait découvrir la Ligue des Champions en même temps que son club, dans un environnement où il se sent déjà bien et il n'y aura pas de pression comme celui de porter le maillot du Real de Zidane. Forcément on vote pour une saison de plus en Ligue 1, Eduardo fait pas le con, reste avec nous un peu, affût des talents, stop. Et puis il y a aussi Nyang qui est sur la liste lui des départs potentiels. Apparemment ça fait un moment que c'est pas acté mais qu'il est un bon de sortie cet été. Et certains clubs devraient se pencher sur son cas. Il y a beaucoup de rumeurs de clubs anglais qui devraient se pencher sur son cas, des clubs comme Watford, mais il y a eu des rumeurs étonnantes aussi, qui le rattachent par exemple à l'Olympique de Marseille. Alors que la situation économique du club, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous savez comment ça se passe ? Il faut vendre avant d'acheter. Cette rumeur, on l'imagine difficilement parce que Nyang, si un club anglais le veut, mettra facilement 15-20 millions sur la table. Est-ce que l'OM va pouvoir mettre autant d'argent sur un joueur comme Nyang ? Surtout qu'il n'a pas une expérience de Ligue des Champions. Peut-être aller chercher un joueur avec de l'expérience un peu moins cher, un peu plus vieux. En tout cas, cette rumeur est difficile à imaginer pour le moment. Et ensuite, on va passer au dernier point. Le dernier point, ce sont les victimes de l'arrêt du championnat. À savoir Lyon et Amiens. En tout cas, c'est celle que j'ai notée. Lyon et Amiens. L'arrêt du championnat ne fait pas que des heureux. Et c'est le cas du club du Rhône, forcément. L'Olympique Lyonnais qui se retrouve à une triste 7ème place, imaginez. Finissait 3ème la saison passée. Et Lyon qui avait fini, durant les 25 dernières années, je crois, ils avaient toujours fini sur une place européenne. Donc imaginez le club qui est quasiment tout le temps européen ne se retrouve sans Coupe d'Europe. Pour un club comme Lyon. Le début de championnat, on le sait, il a été très compliqué sous le Sivigno. Et après, ça a été repris par Rudy Garcia. Étonnamment d'ailleurs. On le sait, son arrivée a été aussi étonnante que ses tactiques et ses discours de mi-temps. Mais ça n'a pas suffi pour que le club se hisse plus haut que la 7ème place. En tout cas, après la 28ème journée. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler d'un homme très controversé. L'homme le plus controversé, je pense, du championnat de France, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais. Il est adulé par certains, il est haï par d'autres, mais il fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Lui, il a réclamé la reprise du championnat. Alors forcément, on pense qu'il pense qu'à sa gueule, mais c'est normal qu'il veuille la reprise du championnat. Pourquoi ? Son club finit 7ème. Et du coup, notre cher Jean-Michel, on l'a beaucoup entendu dernièrement. On l'a beaucoup entendu parce qu'il a eu plusieurs idées. Et évidemment, c'est des idées pour permettre à son club de finir plus haut. Il a eu des idées de play-off avec les équipes qui étaient classées en haut du tableau. Il s'est plaint aussi du fait que Lyon ait joué moins de matchs à domicile que des adversaires directs comme Nice par exemple, pour ne citer que. Mais en tout cas, chaque déclaration
que le président Olas a faite dernièrement, ça vaut son pesant d'or. Ça a diverti les fans du foot en ces temps difficiles, parce qu'il est raillé par certains, il est applaudi par d'autres. Mais comment blâmer un président qui aime son club et qui fait tout pour que son club ait ce qu'il mérite à ses yeux? C'est compliqué si vous étiez président du club de votre cœur. N'en feriez-vous pas autant? Essayons de nous mettre à sa place, et saluons malgré tout la ténacité et la conviction dont fait preuve Jean-Mimi à l'égard de son club. Faut au moins admettre que, voilà, il aime son club, et il le montre, quitte à paraître ridicule par moments. Mais comment on peut lui en vouloir, franchement? Même si des fois il peut nous fatiguer, parce que des fois il va un peu loin. Et il faut quand même se dire, voilà, il fait tout pour son club. Et c'est déjà honorable. Ensuite, on va parler d'Amiens. Amiens qui a un tout autre niveau, qui se sent lésé par l'arrêt du championnat parce que, en finissant 19ème, eh bien, Amiens se retrouve relégué avec Toulouse en Ligue 2. Toulouse, qui soit dit en passant, en faisant un petit écart, qui a failli pour déposer un recours par rapport à l'arrêt du championnat. Parce il se trouvait peut-être lésé, Monsieur Sadran, parce qu'il pensait que son club allait remonter la pente. Alors que le club a concédé 23 défaites en 28 matchs. Compliqué le recours là. Et pourtant, en reparlant d'Amiens, à l'arrêt du championnat, le club Picard était allé chercher un point du nul impensable au Vélodrome, avait offert un superbe spectacle au stade de la Licorne face au PSG, un 4-4, qui aurait pu et dû, je pense, être une victoire d'ailleurs d'Amiens, mais bon, c'est un très beau match, était même allé chercher un point au Parc OL. Et à Amiens, voilà, ils ont accroché des gros du championnat, ils ont battu Marseille même en début de saison. Et le problème, c'est que c'est pas face aux gros du championnat qu'ils perdent des points, c'est face aux adversaires directs. Ils ont gagné que 2 fois contre des adversaires directs, donc c'est compliqué. Que peut espérer le club quand il n'a plus gagné depuis début novembre? Voilà, la dernière victoire d'Amiens, ça remontait à début novembre face à Brest, 1-0. Faire un nul, c'est ne pas perdre, mais ce n'est pas gagné pour autant. Avec une fin de championnat où Amiens allait affronter Rennes, Lille, Reims ou encore Nice, est-ce que Amiens pouvait espérer un bond dans le classement? Peut-être pas. Après, le fait que Nîmes ne soit pas loin, et que Saint-Étienne, qui était vraiment à la ramasse, mais vraiment à la ramasse depuis un bon nombre de semaines, peut-être ils nourrissent quelques regrets. Parce que je pense que Saint-Étienne doit bénir les dieux, entre guillemets, parce que ce qui se passe, personne ne le souhaite, mais que le championnat se soit arrêté, oui, ils le bénissent parce que ils étaient vraiment très très mal barrés, très très mal engagés. Du coup, à Amiens, il y a eu des propositions de fête aussi, comme Jean-Michel. Il y a une proposition de championnat à 22 clubs. Mais est-ce que ce serait possible de voir un championnat à 22 clubs dans la situation actuelle? Déjà que par rapport à la redistribution des parts de droits à télé, il y a eu beaucoup de mésententes parce que certains clubs trouvent que les répartitions ne sont pas assez bonnes par rapport à certains clubs qui rapportent plus que d'autres, forcément, par rapport à l'image qu'ils ont. Alors imaginez, si les clubs se plaignent à 20 clubs, est-ce qu'ils vont pas s'arracher les cheveux quand ils vont voir s'ils voient 2 clubs arriver en plus? Et surtout, la Ligue a supprimé la Coupe de la Ligue parce que certains clubs se plaignaient qu'il y avait trop de matchs. Du coup, ça enlève 4 matchs potentiels. Alors imaginez, si on rajoute 2 clubs, ça rajoute 4 matchs au calendrier finalement. Donc est-ce que si tu supprimes la Coupe de la Ligue pour rajouter 2 clubs au championnat et rajouter 4 matchs au calendrier et toucher au porte-monnaie de certains clubs, ça va être compliqué pour que ce projet soit mené à bout. On verra comment ça évolue aussi au fur et à mesure. Voilà pour ce tout premier podcast sur l'actualité footballistique. C'est porté sur la Bundesliga du coup et sur la Ligue 1. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain podcast.